Je n'oublierai jamais le regard de mépris dans les yeux de ma fille quand elle a dit que je n'étais qu'un poids dans sa vie. Des mots froids qui ont laissé une douleur difficile à effacer. J'étais en train d'assaisonner le poulet pour le déjeuner du dimanche lorsque Julien, mon fils aîné, est rentré à la maison avec ce sourire que je connaissais depuis son enfance. Le même qu'il faisait quand il cassait quelque chose et essayait de le cacher. À 35 ans, il vivait encore temporairement avec moi depuis 3 ans. Depuis sa séparation avec sa première femme, il occupait la chambre qui appartenait à Mathieu, mon fils cadet, qui vit dans une autre ville depuis 5 ans. Chloé, sa petite amie actuelle, était accrochée à son bras. Cette fille de 28 ans qui me regardait toujours comme si j'étais un vieux meuble que quelqu'un avait oublié de jeter. Maman, j'ai quelque chose à te dire, a dit Julien. Et mon cœur s'est emballé de cette manière qui n'arrive que lorsqu'une mère sent que quelque chose ne va pas. Chloé a souri de cette façon forcée et a annoncé, nous allons nous marier. J'ai lâché l'assaisonnement et j'ai couru pour les serrer dans mes bras. Les larmes aux yeux, leur demandant leur projet, la date, s'ils avaient besoin d'aide pour quoi que ce soit. C'est alors que Chloé a dit avec la naturalité de quelqu'un qui commente la météo. Ah. Et Madame Dubois. Le mariage a déjà eu lieu hier à la mairie. C'était une cérémonie intime. Juste la famille. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. La famille? Je n'étais pas de la famille. Comment ça? Déjà eu lieu? Ai-je réussi à murmurer en tenant toujours ses mains? Julien a évité mon regard et Chloé a répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous comprenez? N'est-ce pas? Nous voulions quelque chose de très simple. Sans trop de drame. Vous savez comment sont ces choses de mariage. Il y a toujours quelqu'un qui se plaint de quelque chose. Le monde a tourné autour de moi. Pendant 67 ans, j'avais toujours été la première à tout savoir dans la vie de mes enfants. J'ai aidé à choisir les vêtements pour le premier rendez-vous de Julien. C'est moi qui l'ai consolé. Et maintenant je ne méritais même pas d'assister au mariage de mon propre fils. J'ai eu l'impression qu'on m'avait poussé d'une falaise. Mais je suis restée là. Debout. Souriant. Parce que c'est ce que font les mères. On avale la douleur pour ne pas gâcher la joie des enfants. Maman. Tu n'as pas besoin d'être contrariée? A dit Julien, me regardant enfin. On voulait te le dire en personne? C'est pour ça. Tu sais que tu es importante pour nous. Importante? Si j'avais été importante, j'aurais été là. Bien sûr. Ai-je répondu? La voix plus faible que la normale. L'important, c'est que vous soyez heureux. Mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à se fissurer. Pendant les 20 minutes suivantes, ils m'ont parlé de la lune de miel qu'ils allaient faire à la plage, de l'appartement qu'ils voulaient acheter, de leurs projets d'avenir. Des projets où je n'apparaissais que comme la grand-mère qui s'occuperait gratuitement des futurs petits-enfants. Quand nous aurons des enfants, ce sera une aubaine de t'avoir ici pour aider, a dit Chloé. Comme si elle m'offrait un grand honneur. J'ai souri et j'ai acquiescé. Parce que ça avait toujours été comme ça. J'avais toujours été celle qui acceptait. Celle qui aidait. Celle qui était disponible. Quand Julien a perdu son premier emploi, c'est moi qui ai payé ses factures pendant 6 mois. Quand il a voulu suivre cette formation spécialisée, j'ai vendu les bijoux de ma mère pour la payer. Quand il s'est séparé et est arrivé ici avec 2 valises, en disant que ce serait juste le temps de s'organiser, je n'ai même pas posé de questions. 3 ans plus tard, il organisait un mariage sans m'inviter. On a pensé faire une petite fête ici à la maison à la fin du mois, a dit Julien, sentant probablement le poids du silence.
Juste pour célébrer avec toi et quelques amis proches. Une fête de consolation pour compenser le fait que j'avais été exclue du moment le plus important. Comme si un déjeuner du dimanche pouvait effacer l'humiliation de découvrir que mon propre fils s'était marié et que j'avais été la dernière à le savoir. C'est sympa, ai-je murmuré, en remuant les haricots sur le feu. Vous me direz quel jour et j'organiserai tout. Parce que c'était ce que je faisais toujours. J'organisais tout. Je payais tout. Je m'occupais de tout. Et ensuite j'étais laissée de côté pour les décisions importantes. Comme si j'étais seulement l'employé de la maison et non sa propriétaire. Cet après-midi-là, alors qu'ils étaient sortis pour célébrer, je suis restée seule dans la cuisine, terminant le déjeuner que personne d'autre n'allait manger. Le poulet était prêt. Le riz parfaitement cuit. Comme toujours. La salade fraîche comme Julien l'aimait. Mais la table est restée vide. Tout comme je me sentais à l'intérieur. J'ai mangé seule en silence, regardant les 2 chaises vides et me demandant quand j'étais devenue si dispensable dans la vie des personnes que j'aimais le plus. Après le déjeuner, j'ai fait la vaisselle en pensant à toutes les fois où j'avais fait ça au fil des ans. Combien de casseroles? Combien d'assiettes? Combien de verres avais-je lavé dans cette cuisine? Combien de repas avais-je préparé avec amour? Combien de conversations importantes avaient eu lieu à cette table? Et maintenant? Les seules conversations importantes se déroulaient loin de moi. Sans moi. J'ai appelé Mathieu. Mon fils cadet. Qui vivait à Paris depuis 5 ans. Quand je lui ai parlé du mariage de Julien, il a été choqué. Comment ça? Il s'est marié et ne t'a rien dit? C'est quoi cette histoire? Maman? L'indignation dans sa voix m'a apporté un peu de réconfort. Mais il a vite changé de sujet. Parlant de son travail, de sa nouvelle petite amie, de 1000 choses de sa vie qui se passaient si loin de moi. Mathieu, tu penses que je suis devenu un poids dans votre vie? Ai-je demandé, incapable de retenir la question qui me martelait la tête. Bien sûr que non. Maman. Pourquoi penses-tu ça? Mais la réponse est venue trop vite. Trop automatiquement. Comme s'il n'avait même pas pris le temps de vraiment réfléchir à la question. Nous avons parlé quelques minutes de plus et il a raccroché parce qu'il avait un rendez-vous. Il avait toujours un rendez-vous. Le soir, je me suis assise dans ma chambre, regardant les photos sur la table de chevet. Pierre, mon défunt mari, me souriait sur une photo de 1995, lorsque nous avions célébré nos 25 ans de mariage. Mon amour, ai-je murmuré à la photo. Je crois que nos fils ont oublié qui je suis. Pierre disait toujours que je me donnais trop. Qu'un jour les garçons partiraient et que je ne saurais plus qui était Éliane Dubois. Au-delà d'être une mère et une femme au foyer. Garde un petit bout de toi juste pour toi, disait-il toujours. Mais je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Comment une mère garde-t-elle un petit bout d'elle-même? Comment une mère ne se donne-t-elle pas complètement à ses enfants? J'ai pris la Bible qui était toujours sur la table de chevet et je l'ai ouverte à une page au hasard. Mes yeux sont tombés sur les mots « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours se prolongent dans le pays. J'ai fermé le livre lentement, ressentant un mélange de tristesse et de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mon Dieu, ai-je murmuré. Aide-moi à comprendre ce que tu essaies de m'apprendre avec ça. Mais ce qui résonnait dans mon esprit, c'étaient les mots de Chloé. Nous voulions quelque chose de très simple, sans trop de drame, comme si la présence de la mère du marié était un drame. Comme si j'étais le genre de personne qui causait des problèmes dans les moments importants. Moi, qui avait toujours été celle qui résolvait les problèmes des autres. Qui avait toujours été celle qui facilitait tout pour tout le monde. Pendant la nuit, je n'ai pas pu dormir.
Je suis restée à penser à toutes les décisions que j'avais prises dans ma vie. Quand Pierre est mort il y a 8 ans, j'aurais pu vendre la maison et déménager dans un appartement plus petit. Plus facile à entretenir. J'aurais pu voyager comme j'en avais toujours rêvé. J'aurais pu m'inscrire à ces cours pour le 3e âge auquel Agnès, ma voisine, m'invitait toujours. Mais j'ai choisi de rester. J'ai choisi de garder la maison en ordre pour quand les enfants viendraient en visite. J'ai choisi d'être toujours disponible pour quand ils auraient besoin de moi. J'ai choisi d'être la mère parfaite. Celle qui ne disait jamais non. Celle qui ne se plaignait jamais. Celle qui comprenait toujours. Et qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? Un fils qui se marie sans m'inviter. Parce qu'il considère ma présence comme un drame. Le lundi matin, Julien est parti travailler sans prendre le petit déjeuner avec moi. Comme il le faisait toujours. Chloé a dormi tard et est ensuite descendue en nuisette dans la cuisine, fouillant dans mes affaires comme si c'était les siennes. Bonjour. Madame Dubois, a-t-elle dit en ouvrant le réfrigérateur. Y a-t-il du café frais? Il y en a toujours. Ai-je répondu en lui servant une tasse. Je m'étais levée à 5 heures du matin. Comme toujours. Pour préparer du café frais pour la famille. C'est bien. Julien et moi parlions hier soir de quelques changements que nous voulons faire dans la maison. Surtout dans le salon. Ce canapé est déjà très vieux. Vous ne trouvez pas? Le canapé que Pierre et moi avions acheté il y a 15 ans avec tant d'amour. En choisissant chaque détail. En économisant pendant des mois pour pouvoir l'acheter. Il est encore en bon état. Ai-je répondu en remuant le sucre dans mon café. Bon. Pour vous. Peut-être. Mais pour un jeune couple comme nous. Ça ne va pas vraiment. Nous pensions à quelque chose de plus moderne. De plus à la mode. Et ces rideaux aussi. Très lourds. Très sombres. Nous avons besoin de quelque chose qui rende la maison plus joyeuse. Ma maison. Elle parlait de changements dans ma maison comme si c'était la sienne. Comme si j'étais juste une locataire qui vivait là par hasard. Vous pouvez faire les changements que vous voulez dans vos chambres. Ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. Le salon est un espace commun. Chloé m'a regardé avec cette expression que j'apprenais à reconnaître. La même qu'elle utilisait quand Julien contrariait l'un de ses désirs. Ah. Mais Madame Dubois. Nous vivons ici aussi. Et honnêtement, recevoir des invités dans un salon avec des meubles si anciens? C'est un peu embarrassant. Embarrassant. Mon salon où j'avais reçu des amis et de la famille pendant des décennies. Où Pierre et moi regardions la télévision tous les soirs. Où je décorais l'arbre de Noël chaque année. Était embarrassant pour elle. Je comprends. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Parce que c'était ce que je faisais toujours. Je comprenais. J'acceptais. J'étais d'accord. Même quand ça me faisait mal à l'intérieur. Même quand je sentais qu'on piétinait tout ce qui était important pour moi. Le mardi. Agnès est venue prendre le café avec moi. Comme elle le faisait toujours. Une fois par semaine. Depuis 20 ans. Elle a immédiatement remarqué ma tristesse. Eliane. Tu es différente depuis dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté sur le mariage. Sur le fait de ne pas avoir été invitée. Sur comment je me sentais invisible. Agnès a arrêté de remuer le sucre dans son café et m'a regardé avec colère. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu as élevé 2 fils seuls après le départ de Pierre. Tu as travaillé comme une forcenée pour leur donner une éducation et de la dignité. Tu ne mérites pas d'être traitée comme ça. Mais Agnès, je ne veux pas me disputer avec eux. Ce sont mes fils. Je ne parle pas de se disputer. Eliane. Je parle de se respecter.
Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois juste parce que tu en avais envie? Quand as-tu dit non pour la dernière fois à une de leurs demandes? Quand ont-ils demandé pour la dernière fois ce que tu voulais? Je suis restée silencieuse parce que je ne savais pas répondre. Il y avait si longtemps que je n'avais pas pensé à ce que je voulais. Que je ne savais même plus ce que c'était. Tu es devenue invisible. Eliane. Et le pire, c'est que tu as permis que ça arrive. Les mots d'Agnès ont résonné dans ma tête toute la journée. Je suis devenue invisible. Et c'était mon choix. Même si c'était inconscient. Pendant des années, j'ai fait passer les besoins de tout le monde avant les miens. Pendant des années, j'ai ravalé mes rêves pour réaliser ceux des autres. Pendant des années, je me suis effacée pour qu'ils puissent briller. Et maintenant, à 67 ans, j'étais une ombre dans ma propre maison. Le mercredi, Chloé a amené une amie pour visiter la maison. Elles sont restées dans le salon à parler de décoration pendant que je préparais le déjeuner dans la cuisine. Je pouvais entendre leur conversation. La maison est mignonne, disait l'amie. Mais elle a besoin d'un petit rafraîchissement. Non. C'est ça, répondait Chloé. La belle-mère a un goût très traditionnel. Mais petit à petit, nous moderniserons tout. La belle-mère? Comme si je n'étais que ça. Comme si toute mon histoire dans cette maison, toutes les années que j'avais vécues ici, tous les souvenirs que j'avais construits, n'étaient que des obstacles à ses plans de décoration. Et elle accepte de changer les choses? Ah. Elle est très tranquille. Elle ne pose pas de problème. C'est le genre qui ne se plaint de rien. Qui ne se plaint de rien. C'est comme ça qu'elle me voyait? Comme une personne sans volonté propre? Sans opinion? Sans sentiment? Une personne qui acceptait n'importe quoi sans poser de questions. Et le plus douloureux, c'est qu'elles avaient raison. Je ne me plaignais vraiment de rien. J'étais devenue une personne qui avalait tout en silence. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre et j'ai pris un vieux carnet que j'avais reçu en cadeau à Noël dernier. Je n'y avais jamais rien écrit d'autre que des listes de courses. Mais j'ai eu envie de mettre sur papier ce que je ressentais. J'ai écrit une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai découvert que je suis devenue transparente dans ma propre vie. J'ai regardé la phrase et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Une petite colère, encore timide, mais qui commençait à grandir. Pas de la colère contre mes enfants, mais de la colère contre moi-même. Pour avoir permis que cela se produise. Pour avoir accepté d'être traitée comme si j'étais invisible. Pierre disait toujours que j'étais forte. Plus forte que je ne l'imaginais moi-même. Tu es une guerrière? Eliane? Disait-il. Tu ne le sais juste pas encore. Peut-être qu'il était temps de le découvrir. Le jeudi. 3 semaines après le mariage. Tout a basculé définitivement. J'étais en train d'étendre le linge sur le fil dans le jardin quand j'ai entendu Julien et Chloé discuter sur la terrasse. Pensant que je ne pouvais pas les entendre. Ta mère est en très bonne santé? Disait Chloé. Avec ce ton calculateur que j'apprenais à reconnaître. Elle peut facilement vivre encore 15 ans. Tu crois qu'on va rester ici pour toujours? Julien a soupiré d'une manière qui m'a glacé le sang. Je sais que c'est compliqué. Mais elle n'a nulle part où aller. Et avouons-le, c'est très pratique. Elle paie toutes les factures, fait toute la cuisine, s'occupe de toute la maison, lave notre linge. C'est comme avoir une bonne à tout faire gratuite qui, en plus, paie les charges, a répondu Chloé en riant doucement. Heureusement qu'elle est du genre à ne jamais se plaindre. Imagine si c'était une belle-mère pénible qui se mêle de tout. C'est vrai. Et honnêtement, après tout ce drame du mariage,
Quel drame! Elle ne s'est même pas plainte. Justement. Mais on voyait bien qu'elle était contrariée. Imagine si elle était du genre à faire un scandale. Ce serait un cauchemar. J'ai laissé tomber le linge mouillé par terre. Une bonne à tout faire gratuite qui paie les factures. C'était donc ça que j'étais devenue aux yeux de mon propre fils. La même personne que j'avais portée dans mes bras. À qui j'avais appris à marcher. Pour qui j'avais même vendu les bijoux de ma mère pour payer ses études. Mais reconnais que la situation est un peu bizarre? Non. A continué Chloé. Genre. On est mariés? Mais on vit chez la belle-mère. Quand on invite des amis. C'est gênant. Je sais. Mais en attendant qu'on trouve notre propre maison. Mais est-ce qu'on y arrivera si elle finance tout? Tu ne fais même pas d'efforts pour économiser. C'est trop confortable. Tu as raison. Et avouons-le. Elle aime se sentir utile. Ça fait partie de sa nature. Ma nature. Ils avaient réduit toute ma personnalité. Tous mes rêves et désirs à une simple nature de servir les autres. Parfois. Je me demande si elle ne se sent pas seule. A dit Julien. Et pendant un instant, mon cœur s'est rempli d'espoir. Seule? Mais elle nous a. Nous. C'est vrai. Et elle a ses amis. La voisine Agnès qui est toujours là. Je pense qu'elle va bien. L'espoir s'est évanoui. Il pensait vraiment qu'avoir des gens autour suffisait pour que quelqu'un ne se sente pas seul. Il ne comprenait pas qu'on peut être entouré de gens et se sentir quand même complètement invisible. L'important, c'est qu'on arrive à bien vivre sans trop dépenser, a dit Chloé. Et quand on aura des enfants, ce sera génial de l'avoir pour aider. Des enfants? Il prévoyait déjà de m'utiliser comme nounou gratuite aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir une seule minute. Je suis restée à regarder le plafond, parlant mentalement avec Pierre, comme je le faisais toujours quand je me sentais perdue et effrayée. Pierre, mon amour, tu te souviens quand tu disais toujours que je me donnais trop? Qu'un jour les garçons partiraient et que je ne saurais plus qui était Eliane Dubois. Au-delà d'être une mère et une femme au foyer? Je me suis levée à 4 heures du matin et je suis allée au bureau, où Pierre gardait tous nos documents importants. Pendant 8 ans de veuvage, je n'avais jamais touché à ce tiroir. J'avais toujours pensé que ces papiers étaient des affaires d'hommes. Trop compliqués pour moi. Mais maintenant, le cœur battant, j'ai ouvert le tiroir et j'ai commencé à regarder chaque document. L'acte de propriété de la maison, le testament, les polices d'assurance, les papiers de la voiture. C'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. L'acte de propriété de la maison était uniquement à mon nom. Pierre avait insisté là-dessus à l'époque, disant que c'était pour me protéger si quelque chose lui arrivait. Merci beaucoup de prendre soin de moi jusqu'à aujourd'hui. Mon amour, ai-je murmuré en regardant sa photo sur l'étagère. Pour la première fois en 8 ans, je me suis sentie propriétaire de quelque chose. Propriétaire de ma propre vie. J'ai pris tous les documents et je les ai emportés dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à les lire. Un par un. Découvrant des choses sur ma propre vie que j'ignorais. J'ai découvert que Pierre avait laissé une assurance vie considérable. J'ai découvert que nous avions de l'argent placé dans une banque dont j'ignorais même l'existence. J'ai découvert que financièrement, j'étais bien plus en sécurité que je ne l'imaginais. Et surtout, j'ai découvert que cette maison était entièrement la mienne. Chaque brique, chaque tuile, chaque centimètre carré était à moi. Quand le soleil a commencé à se lever, j'étais assise sur la terrasse avec une tasse de café, regardant ma maison avec d'autres yeux. Ce n'était plus seulement l'endroit où je vivais et m'occupais de tout le monde.
C'était ma propriété. Ma décision. Ma vie. Julien est descendu pour prendre son café et m'a trouvé là. Bonjour. Maman. Bien dormi? Très bien. Ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des semaines? Je ne mentais pas. Parce que pour la première fois depuis des années, j'avais passé une nuit à penser à moi. À qui j'étais. À ce que je voulais. À ce que je ressentais. Et j'ai découvert qu'Eliane Dubois n'était pas seulement une bonne à tout faire gratuite qui payait les factures. Eliane Dubois était la propriétaire de sa propre histoire. Et à ce moment-là, en regardant mon fils qui prenait son café tranquillement, tout en prévoyant de m'utiliser comme nounou gratuite à l'avenir, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Mais pas de la manière qu'ils attendaient. Les 3 semaines qui ont suivi ont été comme vivre dans une maison de miroirs, où j'étais la seule à ne pas pouvoir me voir refléter. Julien et Chloé ont commencé à se comporter comme les propriétaires des lieux d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ils changeaient le programme de la télévision sans demander. Décidaient de ce qu'il y aurait pour le dîner. Réorganisaient le salon pour le rendre plus moderne. Quand j'ai essayé de donner mon avis sur de nouveaux coussins pour le canapé, celui que Pierre et moi avions acheté il y a 15 ans avec tant d'amour, Chloé a dit « Ah, ces vieilleries ne correspondent pas à notre style. N'est-ce pas, mon chéri ?» Julien a simplement hoché la tête, sans même me regarder. C'est là que je me suis souvenu de combien de fois, au cours de ces 3 années, j'avais avalé des commentaires comme celui-ci, sans poser de questions. Combien de fois j'avais accepté des changements dans ma propre maison sans même être consultée. Comme si mon avis n'avait pas d'importance. Comme si je n'étais qu'une locataire tolérée. Le lundi de cette semaine-là, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Comme toujours. J'ai préparé du café frais. J'ai mis la table du petit déjeuner avec la nappe brodée que ma mère m'avait donnée pour mon mariage. Julien est descendu en courant. A juste pris une tasse de café et un morceau de pain. A murmuré « Salut, maman » et est parti. Chloé n'est même pas descendue. Je suis restée assise seule à la table mise pour 3. Mangeant en silence et me demandant quand les petits déjeuners en famille étaient devenus juste une de mes obligations. Je me suis souvenu de quand Julien était petit et se réveillait au juste pour prendre le petit déjeuner avec moi avant d'aller à l'école. Nous parlions de tout. De ses rêves. De ses peurs. De ses découvertes. Il me parlait de ses amis. Des matières qu'il aimait. De la maîtresse qui était sévère. J'écoutais chaque mot comme si c'était la chose la plus importante du monde. Parce que pour moi, ça l'était. Maintenant, à 35 ans, il pouvait à peine me regarder dans les yeux pendant les repas. Le mardi, j'ai essayé de lui en parler. J'ai attendu qu'il rentre du travail et j'ai dit « Julien, on peut parler un peu ? J'ai l'impression que tu es distant. » Il a soupiré de cette manière qu'il avait quand il était adolescent et que je lui posais des questions sur ses notes. « Maman, ce n'est rien de personnel ? C'est juste que la vie d'adulte est chargée. Tu comprends ? Le travail ? Les responsabilités. Mais tu vis ici. Mon fils. Nous partageons le même toit tous les jours. Ça ne coûte rien de parler un peu. Mais on parle ? Maman. Quand ? Tu me salues à peine le matin ? Tu rentres fatigué le soir ? Tu passes les week-ends avec Chloé. Quand est-ce qu'on parle vraiment ? Il m'a regardé avec cette expression que j'apprenais à détester. Mi-agacée. Mi-gênée. Comme si j'étais une enfant qui faisait un caprice. Maman. Tu es dramatique. On se parle tous les jours. Dramatique. Le même mot que Chloé avait utilisé pour justifier mon exclusion du mariage. D'accord.
ai-je murmuré. Désolée de te déranger. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je m'excusais de vouloir l'attention de mon propre fils. Je demandais pardon de ressentir le manque d'une conversation sincère avec la personne que j'avais élevée. Éduquée. Aimée inconditionnellement pendant 35 ans. Le mercredi. J'ai décidé de faire ce gâteau au chocolat que Julien avait toujours adoré depuis son enfance. J'ai passé tout l'après-midi à le préparer. En utilisant la recette de ma grand-mère. Celle qui ne ratait jamais. L'odeur sucrée a envahi la maison et, pendant quelques instants, je me suis sentie à nouveau utile. Comme si j'avais encore quelque chose de précieux à offrir. Quand Julien est arrivé, il n'a même pas remarqué le gâteau. Chloé est descendue, a coupé une énorme part, l'a mangé debout dans la cuisine et a dit « C'est bon. Belle maman. Mais vous ne devriez pas manger trop de sucre à votre âge. C'est mauvais pour le diabète. » Je n'avais pas de diabète. Je n'en avais jamais eu. Mais elle parlait comme si j'étais une vieille femme décrépite qu'il fallait contrôler. Et le pire, c'est que Julien n'a rien dit. Il n'a pas défendu ma santé parfaite. Il n'a pas corrigé sa petite amie. Il a simplement ignoré le commentaire et est allé regarder la télévision. Je suis restée seule dans la cuisine, regardant le gâteau que j'avais fait avec tant d'amour. Et je me suis souvenue de toutes les fois où Julien rentrait de l'école et courait dans la cuisine en criant « Maman, ça sent bon. Qu'est-ce que tu as fait ?» Ses yeux brillaient quand il voyait un gâteau l'attendre. Il me serrait fort dans ses bras et disait « Tu es la meilleure maman du monde. » Où était passé ce garçon ? Le jeudi. Agnès est venue prendre le café avec moi et a apporté des magazines. Eliane, regarde ce cours intéressant, a-t-elle dit en montrant une annonce. Cours de peinture pour le 3e âge. Tu as toujours dit que tu voulais apprendre à peindre. C'était vrai. Depuis que j'étais petite, je rêvais de savoir peindre des paysages, des fleurs, des portraits. Pierre disait toujours que j'avais un don pour l'art. Mais il n'y avait jamais eu assez de temps, ni d'argent pour ce genre de choses. D'abord, il y avait les enfants en bas âge, puis le travail pour aider à joindre les deux bouts, puis les enfants à l'université. Je ne sais pas. Agnès. Et si je ne suis pas douée ? Et alors ? Tu le feras pour le plaisir ? Pas pour devenir la prochaine Frida Kahlo. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Peut-être. Eliane, quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois juste parce que tu en avais envie ? Juste pour toi ? La question a résonné dans ma tête le reste de la journée. Je ne pouvais pas me souvenir. Tout ce que je faisais, c'était pour quelqu'un, à cause de quelqu'un, en fonction de quelqu'un. Je cuisinais pour la famille. Je nettoyais pour que la maison soit agréable pour tout le monde. Je faisais les courses en pensant à ce que les autres aimaient. Même mes vêtements. Je les choisissais en me demandant s'ils étaient appropriés pour une dame de mon âge. Quand avais-je cessé d'exister en tant qu'Eliane pour devenir seulement l'extension des besoins des autres ? Le vendredi. J'ai décidé de faire un test. Pendant le dîner, j'ai essayé de raconter un film que j'avais regardé l'après-midi. Une comédie romantique française qui m'avait fait rire et pleurer en même temps. J'ai commencé à parler de l'histoire, de la beauté de voir Paris dans les scènes. Maman, m'a interrompu Julien. Tu as regardé un film pendant la journée ? Tu n'avais pas de linge à repasser ? Je l'ai repassé ce matin. L'après-midi. J'ai regardé le film. Ah, a dit Chloé. C'est bien d'avoir du temps libre pour ces choses-là. J'ai à peine le temps de regarder un épisode de série le soir. Il parlait comme si regarder un film était un luxe que seules les personnes sans responsabilité pouvaient s'offrir.
Comme si je n'avais pas passé des décennies à m'occuper de la maison, des enfants, du mari, sans jamais m'accorder le droit à un après-midi de libre. Le film parlait d'une femme qui décide de recommencer sa vie à 60 ans. Ai-je continué? Essayant de reprendre le fil. Recommencer? Comment? A demandé Julien. Plus par politesse que par réel intérêt. Elle déménage à Paris. Apprend à cuisiner dans une école française. Se fait de nouveaux amis. C'est un truc de film? Ça. Harry Chloé. Dans la vraie vie. À cet âge-là. Les gens veulent juste être tranquilles. Pas partir à l'aventure. À cet âge-là. Comme si 67 ans était la fin du chemin. Comme si j'étais un vieux meuble qui ne servait qu'à prendre de la place. Comme si rêver était réservé aux jeunes et que j'avais dépassé la date limite pour avoir des rêves. J'ai terminé le dîner en silence et je me suis retirée dans ma chambre plus tôt que d'habitude. Je me suis assise sur le lit et j'ai pris ce carnet où j'avais écrit sur le fait de devenir transparente. J'ai écrit une deuxième phrase. Aujourd'hui. J'ai découvert que j'étais aussi devenue sourde à mes propres désirs. Le samedi matin, ils sont partis faire des courses et ne m'ont pas invité. On va au centre commercial acheter des trucs pour la maison? A dit Julien. Tu veux quelque chose de particulier? Notre maison. Leurs achats. Je voulais y aller avec eux. Choisir avec eux. Donner mon avis sur les choses pour la maison. Mais ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé si je voulais quelque chose de particulier. Comme si c'était une commande qu'il pouvait me rapporter. Non. Merci. Ai-je répondu. Et ils sont partis. Heureux et soulagés. Je suis restée seule dans la maison qui était la mienne. Mais où je me sentais comme une étrangère. J'ai parcouru les pièces. Observant les changements qui avaient été faits sans ma participation. Le nouveau coussin sur le canapé. Qui ne s'accordait pas avec le style du salon. Le vase différent sur la table basse. De petits changements qui, seuls, ne signifiaient rien. Mais qui, ensemble, me disaient clairement, cette maison n'est plus la tienne? Eliane. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieilles photos. J'ai trouvé une photo de la remise de diplôme de Julien. J'étais à côté de lui. Souriant de fierté. Avec la robe bleue que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Je me suis souvenu comment il m'avait serré fort dans ses bras ce jour-là et avait dit, « Maman. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Merci pour tous les sacrifices. » Quels sacrifices? À l'époque, ça ne m'avait jamais semblé être des sacrifices. Vendre les bijoux de ma mère pour payer ses études m'avait semblé être la bonne chose à faire. Travailler à 2 emplois pour compléter les revenus m'avait semblé être une obligation de mère. Renoncer à ma propre éducation pour investir dans la sienne m'avait semblé être une priorité naturelle. Mais maintenant, en tenant cette photo, je me demandais où étaient les fruits de ces sacrifices? Où était la gratitude? Où était la reconnaissance? Ils sont revenus du shopping avec plusieurs sacs et un enthousiasme qu'ils n'avaient pas montré depuis des semaines. Maman. Regarde comme c'est beau. A dit Chloé en sortant un nouvel ensemble d'assiettes d'un sac. Ça va moderniser toute notre cuisine. Notre cuisine. Comme si elle était aussi la sienne. Les assiettes étaient jolies. Je le reconnais. Moderne. Colorée. Joyeuse. Mais quand j'ai regardé le placard, où étaient rangées les assiettes que Pierre et moi avions choisies ensemble pour notre première maison, j'ai senti un pincement au cœur. Ces assiettes avaient une histoire. Elles avaient servi notre premier dîner romantique à la maison. Elles avaient contenu de la nourriture au milieu de la nuit. Quand les garçons étaient malades. Elles avaient été utilisées pour toutes les célébrations importantes de la famille.
Qu'est-ce qu'on va faire des vieilles assiettes? Ai-je demandé. Ah. On peut en garder quelques-unes pour tous les jours? A dit Julien. Les plus belles? On peut les donner. Donner? Il voulait donner mon histoire. Ce sont des assiettes qui ont une valeur sentimentale? Ai-je essayé d'expliquer. Ton père et moi avons choisi chaque pièce. Maman. Ce ne sont que des assiettes? A dit Julien avec cette patience forcée qu'on utilise avec les enfants têtus. Et avouons-le. Elles sont un peu ébréchées. Un peu jaunies. Jaunies par des décennies d'utilisation? De repas en famille? De moments partagés. Pour moi. Chaque tache jaune était un souvenir. Pour eux. Ce n'était que des signes de vieillesse qu'il fallait jeter. Le dimanche. J'ai tenté ma dernière carte pour renouer avec eux. J'ai préparé un déjeuner spécial avec tous les plats que Julien aimait le plus quand il était enfant. J'ai dressé la table avec la nappe de fête. J'ai allumé des bougies. J'ai mis de la musique douce. Je voulais créer une ambiance spéciale pour que nous puissions parler. Nous regarder dans les yeux. Être à nouveau une famille. Ils sont descendus. Ont vu la table dressée et Chloé a commenté, « Ouah. C'est chic. C'est une occasion spéciale aujourd'hui? » Non. Ai-je répondu. Je voulais juste faire un bon déjeuner pour nous. Nous nous sommes assis à table et j'ai essayé d'engager la conversation sur des sujets qui pourraient les intéresser. J'ai posé des questions sur le travail de Julien? Sur leurs projets d'avenir? Mais les réponses étaient courtes. Désintéressées. Comme s'ils remplissaient une obligation sociale. C'est alors que Chloé a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Belle maman. Vous avez déjà pensé à faire une activité en dehors de la maison? Genre. Un club du 3e âge? Une salle de sport pour seniors? Ce serait bien pour vous de sortir un peu. De rencontrer des gens de votre âge. De mon âge. Comme si j'étais un produit avec une date de péremption qui ne devait fréquenter que d'autres produits périmés. Pourquoi pensez-vous que j'ai besoin de sortir de la maison? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Ce n'est pas ça. Maman. A dit Julien. C'est que tu passes beaucoup de temps seul ici. Ce n'est pas sain. Mais je ne suis pas seule. Vous vivez ici. Oui. Mais nous travaillons. Nous avons nos obligations. Tu serais bien mieux si tu avais tes propres activités. Tes propres amis. Propres amis. Comme si les amis que je m'étais fait au fil de ma vie n'étaient pas adaptés à cette nouvelle phase. Comme si je devais être mise à l'écart dans un groupe spécifique de personnes de mon âge. J'ai Agnès. J'ai d'autres amis. Oui. Mais ce serait bien d'élargir le cercle. Non. A insisté Chloé. Il y a des programmes super pour les seniors de nos jours. Des voyages en groupe. Des bals. Du loto. Le loto. Il voulait m'envoyer jouer au loto avec d'autres personnes âgées pour qu'ils puissent avoir la maison libre pour vivre leur vie de jeune couple moderne qu'ils pensaient mériter. J'ai terminé le déjeuner que j'avais préparé avec tant d'amour. Sentant que chaque bouchée était un effort immense. Ils ont mangé rapidement. Ont complimenté la nourriture de manière automatique et se sont retirés dans leur chambre pour se reposer. Je suis restée seule à table. Regardant les bougies qui brûlaient encore et la musique qui jouait toujours. Me sentant comme une actrice qui avait récité un monologue devant un public qui avait déjà quitté le théâtre. Ce soir-là, j'ai écrit une 3e phrase dans mon carnet. Aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais aussi devenue muette face à mes propres sentiments. Car c'était ce qui se passait. Je perdais la capacité d'exprimer ce que je ressentais. De dire ce que je pensais. D'être qui j'étais. Je me transformais en une version éditée de moi-même. Une version qui ne dérangeait pas. Qui ne questionnait pas.
qui acceptait tout en silence. Le lundi suivant, Agnès m'a apporté plus d'informations sur le cours de peinture. Eliane, les inscriptions se terminent vendredi. On s'inscrit ensemble? J'ai regardé le prospectus et j'ai imaginé ce que ce serait d'avoir un pinceau à la main. De voir les couleurs se mélanger sur la toile. De créer quelque chose de beau de mes propres mains. Depuis combien de temps n'avais-je rien créé? Depuis combien de temps ne m'étais-je pas exprimé à travers quelque chose qui était authentiquement mien? Agnès. Et s'il trouve ça stupide? Qui? Julien et Chloé? Et s'ils pensent que c'est un gaspillage d'argent? Et si? Eliane m'a interrompu Agnès fermement. Arrête-toi un instant et écoute-moi. Tu demandes la permission à 2 adultes qui vivent dans ta maison? Qui mangent ta nourriture? Qui utilisent ton électricité? Pour suivre un cours avec ton argent. Ça n'a aucun sens. Elle avait raison. Quand avais-je commencé à demander la permission de vivre ma propre vie? Mais c'est que... Il n'y a pas de mais. Eliane. Tu as élevé 2 hommes adultes. Tu as travaillé toute ta vie. Tu mérites de faire ce que tu veux de ton temps et de ton argent. Et s'ils n'aiment pas ça? C'est leur problème. Ce soir-là, au dîner, j'ai pris mon courage à 2 mains pour parler du cours. Je pense m'inscrire à un cours de peinture? Ai-je dit en essayant de paraître décontracté. Julien a levé les yeux de son assiette. Surpris. De la peinture? Pourquoi faire? Pour apprendre. J'ai toujours voulu savoir peindre. Mais tu as 67 ans? Maman. N'est-ce pas un peu tard pour commencer ce genre de choses? Tard. Comme s'il y avait une limite d'âge pour apprendre. Pour rêver. Pour essayer de nouvelles choses. Beaucoup de gens commencent des passe-temps après 60 ans. Ai-je dit en essayant de me défendre? Oui. Mais la peinture? C'est un peu compliqué. Non. A dit Chloé. Il faut avoir un don pour ces choses artistiques. Et c'est cher aussi. Il décourageait mon rêve avant même que j'aie eu la chance d'essayer de le réaliser. Il me convainquait que je n'étais pas capable. Qu'il était trop tard. Que c'était du gaspillage. Peut-être que vous avez raison. Ai-je murmuré. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait. Il ne voulait pas seulement que je me taise et que je ne dérange pas. Il voulait que je renonce à tout ce qui pourrait me rendre heureuse. Tout ce qui pourrait me donner une identité propre. Tout ce qui pourrait me rappeler qui j'étais. Au-delà d'être une mère et une femme au foyer. Il voulait que je meure à petit feu. En silence. Pour qu'il puisse continuer à utiliser ma maison et ma générosité. Sans l'inconvénient d'une personne réelle. Avec des désirs réels. Pendant la nuit de ce lundi-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine me faire une tisane. Assise à la table, j'ai regardé autour de moi. Cette cuisine avait été le centre de ma vie pendant tant d'années. C'est là que j'avais préparé des milliers de repas. Soigné des genoux écorchés. Écouté des histoires d'école. Consolé des cœurs brisés. Célébrer des victoires. Et maintenant, dans cette même cuisine, je me sentais comme une intruse. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit une 4e phrase. Aujourd'hui, j'ai découvert que je suis devenue une étrangère dans ma propre vie. Car c'était exactement ce que je ressentais. Comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Suivant un scénario que d'autres avaient écrit pour moi. Jouant un rôle que je n'avais pas choisi. Mais alors je me suis souvenu des mots d'Agnès. Tu demandes la permission de vivre ta propre vie. Et des mots de Pierre? Qui résonnaient encore dans ma mémoire. Tu es une guerrière? Eliane. Tu ne le sais juste pas encore. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de demander la permission.
Peut-être qu'il était temps de me souvenir de qui était Eliane Dubois avant de devenir seulement la mère. La belle-mère. La bonne à tout faire gratuite. J'ai regardé les documents que j'avais trouvés dans le tiroir de Pierre. L'acte de propriété de la maison. L'assurance vie. Le compte en banque. Des preuves concrètes que j'avais plus de pouvoir que je ne l'imaginais. Le pouvoir de décision. Le pouvoir financier. Le pouvoir légal. Le pouvoir de changer ma propre histoire. Cette nuit-là. Pour la deuxième fois de ma vie. J'ai passé des heures à ne penser qu'à moi. À qui j'étais. À ce que je voulais. À ce que je méritais. Et j'ai découvert quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Eliane Dubois n'était pas seulement une extension des besoins des autres. Eliane Dubois était une personne complète. Avec ses propres rêves. Ses propres désirs. Son propre droit au bonheur. Et le vendredi suivant. Contre tous les découragements. Je me suis inscrite au cours de peinture. C'était mon premier acte de rébellion. Mais ce ne serait pas le dernier. Le lundi suivant. J'ai attendu que Julien parte travailler et que Chloé aille à son salon de beauté avant de passer un appel que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai appelé Maître Leclerc. Le notaire qui s'était occupé de toutes les affaires de Pierre et qui, de temps en temps, m'appelait pour savoir si j'allais bien. Maître Leclerc ? Ai-je dit en essayant de garder ma voix ferme. J'ai besoin de prendre un rendez-vous urgent. C'est à propos de ma maison. Il y avait quelque chose de libérateur à prononcer ces mots. Ma maison. Pas notre maison. Pas la maison de la famille. Ma maison. Pendant le petit déjeuner ce matin-là, j'ai agi comme d'habitude. J'ai demandé à Chloé si elle voulait des œufs brouillés. J'ai commenté la chaleur qu'il faisait. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. A juste murmuré, d'accord. Belle maman. Comme si j'étais un bruit de fond agaçant. Julien est descendu en courant. A pris un morceau de pain et est parti sans même me saluer correctement. Mais cette fois, au lieu de me sentir invisible, je me suis sentie observatrice. Comme si je voyais la situation de l'extérieur. Analysant froidement leur comportement. C'était fascinant de réaliser à quel point ils s'étaient habitués à me traiter comme un meuble. Et encore plus fascinant de réaliser à quel point j'avais permis que cela se produise. Au bureau de Maître Leclerc, j'ai raconté ma situation sans pleurer. En essayant d'être objective. J'ai parlé de me sentir invisible. Des conversations que j'avais entendues. De la façon dont je voulais retrouver ma dignité. Maître. Je dois savoir quels sont mes droits sur ma maison et combien elle vaut aujourd'hui. Il m'a écouté attentivement puis a dit quelque chose qui a changé ma vie. Madame Dubois. Premièrement, cette maison est entièrement à vous. Deuxièmement, avec la valorisation du quartier ces dernières années, elle doit valoir entre 450 000 et 550 000 euros. C'est un patrimoine considérable. J'ai failli m'évanouir sur ma chaise. Je n'avais jamais imaginé que notre petite maison simple valait autant d'argent. Pendant toutes ces années, je m'étais sentie pauvre, dépendante, limitée. Et découvrir que j'étais, en fait, une femme avec des ressources considérables. C'était comme découvrir que je savais voler. Et si je veux vendre ? Ai-je demandé ? Ayant à peine conscience de poser cette question. Vous pouvez vendre quand vous voulez. À qui vous voulez. C'est votre propriété. Votre décision. Mais puis-je vous demander pourquoi vous y songez ? J'ai expliqué que je me sentais invisible. Les conversations que j'avais entendues. Comment je voulais retrouver ma dignité. Maître Leclerc m'a écouté avec la patience d'un père et a dit, Madame Dubois. Je vais être honnête. Le processus de vente prend du temps.
Normalement de 2 à 6 mois. En fonction du marché. Il y a aussi des coûts. Les frais de notaire. Les documents. La commission de l'agent. Mais si c'est ce que vous voulez, nous pouvons commencer doucement. En toute discrétion. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ressenti une paix étrange. Comme si Pierre était là pour me donner de la force. Je veux commencer le processus. Maître. Mais je veux faire les choses correctement. Sans précipitation. Je suis sortie du bureau avec un dossier rempli d'informations et le cœur battant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de peur, mais d'espoir. Pour la première fois depuis des décennies, je prenais une décision importante concernant ma propre vie. Je ne demandais pas la permission. Je ne consultais personne. Je ne pensais pas d'abord à ce que les autres voulaient. Je pensais à moi. Le cours de peinture a commencé le mardi. Quand je suis arrivée sur les lieux, une vieille maison transformée en atelier, avec de grandes fenêtres et une lumière naturelle qui entrait de partout, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas connue depuis des années. C'était comme entrer dans un nouveau monde, plein de possibilités. Nous étions 12 élèves, la plupart des femmes entre 55 et 70 ans, chacune avec son histoire, ses raisons d'être là. J'ai rencontré Madame Isabelle, 72 ans, qui avait toujours voulu peindre, mais son mari pensait que c'était une occupation de femme oisive. J'ai rencontré Monsieur Antoine, 68 ans, qui avait pris sa retraite et décidé de réaliser tous les rêves qu'il avait reportés. J'ai rencontré Marcia, 60 ans, qui avait divorcé et redécouvrait qui elle était sans être la femme de quelqu'un. Pour la première fois depuis des années, j'étais dans un environnement où mon âge n'était pas vu comme une limitation, mais comme une expérience. Où mes rêves n'étaient pas vus comme des bêtises, mais comme des droits légitimes. Où je n'étais pas la mère d'eux, la belle-mère d'eux, mais simplement Eliane. La professeure. Hélène. Une femme de 40 ans avec des yeux brillants et une énergie contagieuse, nous a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. L'art n'a pas d'âge. La créativité n'a pas de date de péremption. Vous êtes ici parce que vous méritez de vous exprimer. Vous méritez de créer de la beauté. Vous méritez de découvrir des talents que vous ne savez peut-être même pas que vous avez. Vous le méritez. Quel mot puissant! Quand quelqu'un m'avait-il dit pour la dernière fois que je méritais quelque chose? Lors de la première leçon? Nous n'avons fait que des exercices de base avec un crayon et du papier, dessiner des formes simples. Jouer avec l'ombre et la lumière. Mais quand j'ai vu mon premier dessin, un vase de fleurs que j'avais copié d'une photo, j'ai ressenti une fierté que je n'avais pas connue depuis des décennies. J'avais créé cela. Mes mains. Mon esprit. Mon choix. Très bien. Eliane, a dit Hélène en regardant mon dessin. Vous avez un trait naturel très délicat. Êtes-vous sûre de n'avoir jamais dessiné avant? Personne n'avait jamais loué un de mes talents qui ne soit pas lié à prendre soin des autres. J'avais toujours été louée pour être une bonne mère, une bonne femme au foyer, une bonne cuisinière, mais jamais pour avoir une compétence artistique, de la créativité, un talent propre. Je suis rentrée chez moi en flottant. Pour la première fois depuis des mois. J'avais quelque chose à moi à raconter. Quelque chose qui m'enthousiasmait. Pendant le dîner, j'ai essayé de partager. J'ai commencé le cours de peinture aujourd'hui. C'était merveilleux. Julien a levé les yeux de son assiette avec cette expression que je connaissais déjà. Mi-agacé. Mi-condescendant. Ah oui. Et comment c'était? La professeure a dit que j'avais un talent naturel. Nous avons fait un dessin d'eux. Maman. M'a interrompu Chloé.
Tu as lavé mon chemisier bleu? J'en ai besoin demain. Et ainsi, mon moment de joie a été coupé par une demande domestique. Ils ne feignaient même pas d'être intéressés par ce que je faisais. Pour eux, ma vie en dehors de ces 4 murs n'existait tout simplement pas. Je ne l'ai pas lavé? Ai-je répondu. J'étais au cours. Ah, a dit Chloé avec un soupir agacé. J'ai oublié que maintenant vous avez des activités. Des activités. Comme si j'étais une enfant qui avait un passe-temps. Mais quelque chose avait changé en moi. Au lieu de m'excuser et de courir laver son chemisier, j'ai simplement continué à manger. Je peux le laver demain matin? Ai-je dit calmement. Julien m'a regardé. Surpris. C'était la première fois que je ne laissais pas tout tomber pour résoudre un de leurs problèmes immédiatement. D'accord, a murmuré Chloé. Je mettrai autre chose. Une petite victoire? Mais une victoire quand même. Au cours des 2 semaines suivantes, Maître Leclerc s'est occupé de toute la partie bureaucratique pendant que je faisais semblant que tout était normal à la maison. Il a engagé un agent immobilier discret, a préparé les documents nécessaires, a fait faire une expertise professionnelle de la maison. À chaque appel de sa part, je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation. Madame Dubois, m'a-t-il dit lors d'un appel le jeudi. Nous avons trouvé un couple intéressé. Ce sont des professionnels libéraux. Elle est médecin. Il est ingénieur. Ils recherchent une maison exactement comme la vôtre dans ce quartier. Ils veulent payer 520 000 €. Mais ils auront besoin d'un financement bancaire, ce qui peut prendre de 45 à 60 jours pour être approuvé. Ma voix a tremblé. J'accepte. Accepter cette offre? C'était comme sauter d'une falaise. Je ne savais pas où j'allais vivre. Comment j'organiserais ma vie? Ce que je ferais de toutes les choses accumulées au fil des décennies. Mais je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre comme un fantôme dans ma propre maison. Vous en êtes sûr? A demandé Maître Leclerc. C'est une décision importante. J'en suis sûre. Ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise. J'en suis absolument sûre. Au cours de peinture, je m'épanouissais. La 2e semaine, nous avons commencé à travailler à l'aquarelle. Voir les couleurs se mélanger sur le papier, créant de nouvelles teintes, de nouveaux effets. C'était comme de la magie. J'ai peint mon premier paysage. Un coucher de soleil que je voyais depuis la fenêtre de l'atelier. Il n'était pas parfait, mais il était à moi. Eliane, vous vous lâchez, a commenté Hélène. Vous peignez avec plus de confiance, plus de liberté. C'était vrai. À chaque coup de pinceau, je me sentais plus moi-même. À chaque couleur que je choisissais, je récupérais un petit morceau de l'Éliane qui s'était perdu au fil des ans. Madame Isabelle, qui était assise à côté de moi, m'a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. Vous savez, Eliane, j'ai passé 50 ans à entendre mon mari dire que je ne servais à rien d'autre qu'à m'occuper de la maison. Quand il est mort l'année dernière, j'ai cru que j'allais mourir avec lui. Mais regardez. Elle a montré sa peinture. Des fleurs vibrantes et pleines de vie. J'ai découvert que je servais aussi à créer de la beauté. Créer de la beauté. Quel concept révolutionnaire pour une femme qui avait passé des décennies à croire que sa seule valeur résidait dans le fait de faciliter la vie des autres. À la maison, la dynamique changeait subtilement. Je continuais à cuisiner, à nettoyer, à m'occuper de la maison, mais plus avec cette urgence désespérée de plaire. Quand Chloé se plaignait que j'avais utilisé le dernier yaourt pour mon petit déjeuner, je répondais simplement, je peux en racheter demain.
Quand Julien demandait pourquoi je n'avais pas repassé ses chemises, je répondais, j'étais occupée aujourd'hui. Je peux les repasser demain. De petites choses, mais qui montraient un changement fondamental. Je n'étais plus en état d'alerte permanent pour répondre à leurs besoins. J'avais ma propre vie, mes propres engagements, mon propre agenda, et ils étaient clairement mal à l'aise avec ça. Maman, tu es un peu différente ces derniers temps, a dit Julien un mercredi après que je lui ai dit que je ne pouvais pas faire le déjeuner parce que j'avais un rendez-vous. Différente comment? Je ne sais pas. Plus distante. Distante? Quel mot intéressant. Je n'étais pas distante? J'étais présente dans ma propre vie pour la première fois depuis des années. Mais pour eux, qui étaient habitués à une Eliane qui n'existait qu'en fonction d'eux, ma présence dans ma propre vie devait vraiment ressembler à une absence. Je vais bien, ai-je simplement répondu. C'est ce cours de peinture? A murmuré Chloé. Ça te met des idées bizarres en tête. Des idées bizarres. Comme si avoir ses propres idées était une maladie contagieuse que j'avais attrapée à l'atelier. Quel genre d'idées? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir ce qu'il pensait. Je ne sais pas, a dit Julien. Tu es plus indépendante. Indépendante? Un autre mot qu'il prononçait comme si c'était un défaut. Pendant ces semaines, j'observais tout avec d'autres yeux. Je voyais comment ils se servaient de ma générosité comme si c'était un droit naturel. Comment ils utilisaient ma maison comme si c'était un hôtel gratuit. Comment ils s'appropriaient mon temps, mon argent, mon énergie. Comme si j'étais une ressource inépuisable à leur disposition. Et le plus impressionnant, je voyais comment j'avais facilité tout cela. Comment j'avais créé cette dynamique en ne disant jamais non. En ne questionnant jamais. En ne mettant jamais mes besoins en premier. Mais maintenant, avec les papiers de la vente de la maison gardés dans ma chambre et les peintures à l'aquarelle tachant mes doigts, j'apprenais une leçon fondamentale. Avoir du pouvoir ne signifie pas l'utiliser pour écraser les autres. Avoir du pouvoir signifie l'utiliser pour se protéger, pour se valoriser, pour se respecter. Un jeudi. 3 semaines après avoir accepté l'offre d'achat, Maître Leclerc m'a appelé avec des nouvelles. Madame Dubois. Le financement a été approuvé. Les acheteurs veulent signer le contrat la semaine prochaine et prendre possession de la maison dans 45 jours. 45 jours. En moins de 2 mois. Je ne vivrai plus dans cette maison. En moins de 2 mois. Julien et Chloé découvriraient que la bonne à tout faire gratuite qui payait les factures avait pris une décision qui changerait la vie de tout le monde. Tout est en ordre. Maître. Ai-je répondu. Nous signerons. Ce soir-là, nous avons dîné en silence. Ils parlaient de leurs projets pour le week-end, des rénovations qu'ils voulaient faire dans la maison, de l'avenir qu'ils avaient planifié sans me consulter. Et j'écoutais tout, sachant que dans quelques jours, ces plans tomberaient à l'eau. Mais je ne ressentais pas de colère. Je ressentais une paix étrange, comme si j'étais enfin aux commandes de mon propre récit. Après le dîner, je me suis retirée dans ma chambre et j'ai écrit une autre phrase dans mon carnet. Aujourd'hui, j'ai découvert que le silence peut aussi être une forme de pouvoir. Car c'était ce que je faisais. J'utilisais le silence comme une stratégie. Ne pas annoncer mes plans. Ne pas justifier mes choix. Ne pas demander de permission ou d'approbation. Simplement agir. Pendant des années, j'avais utilisé le silence comme une forme de soumission, ravalant les vexations, acceptant les manques de respect, étant d'accord avec tout pour maintenir la paix. Mais maintenant, j'utilisais le silence comme une forme de protection, gardant mes plans secrets jusqu'à ce que je sois prête à les exécuter,
gardant ma nouvelle force secrète jusqu'au moment opportun de la révéler. Au cours de peinture la semaine suivante, j'ai terminé ma 3e aquarelle. Un autoportrait où j'apparaissais souriante, les yeux brillants et une expression sereine. Quand Hélène l'a vue, elle a été impressionnée. Eliane, quelle différence! Comparé avec votre premier dessin. Vous peignez avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de vie. C'était vrai. La femme sur le papier était différente de la femme qui avait commencé le cours 3 semaines plus tôt. Plus forte, plus présente, plus vivante. Je crois que je découvre qui je suis. Ai-je dit à Hélène. Et qui êtes-vous? J'ai réfléchi un instant avant de répondre, je suis quelqu'un qui a sa propre valeur. Quelqu'un qui mérite le respect. Quelqu'un qui peut faire des choix. Hélène a souri. C'est cette Eliane que je veux voir dans vos peintures. L'Eliane qui se valorise. Ce vendredi-là, l'agent immobilier m'a appelé, Madame Dubois. Nous avons une petite situation. Les acheteurs aimeraient faire une visite de la maison lundi prochain. Est-ce possible? Bien sûr. Ai-je répondu. À quelle heure? À 14 heures. Ce sera rapide? Juste pour confirmer l'état général de la propriété. Lundi. 14 heures. Julien serait au travail. Chloé serait probablement à la salle de sport ou avec ses amis. Ce serait le moment parfait. Parfait. Ai-je confirmé? Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'excitation. Dans 3 jours, des étrangers marcheraient dans ma maison, évaluant chaque pièce, chaque détail, imaginant ce que ce serait de vivre ici. Et Julien et Chloé n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Pendant le week-end, ils ont fait des plans pour peindre leur chambre, ont acheté de la peinture et ont commencé à discuter des couleurs. Ils parlaient de l'avenir dans cette maison comme s'il était garanti pour toujours. Et j'écoutais tout en silence, sachant que bientôt, ils découvriraient que leur avenir serait très différent de ce qu'ils imaginaient. Le dimanche soir, avant de dormir, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une dernière phrase, demain. Ma nouvelle vie va enfin commencer. Car c'était ce que je ressentais. Que ma vraie vie. La vie où j'avais de l'importance. Où j'avais une voix. Où j'étais respectée. Était sur le point de commencer. Et à ce moment-là, en regardant par la fenêtre de ma chambre la rue où j'avais vécu pendant tant d'années, j'ai réalisé que je ne ressentais ni nostalgie ni regret. Je ressentais de la liberté. Le lundi. À 15h45, un petit panneau discret a été placé sur le portail, vendu. Et quand Julien est rentré du travail et l'a vu, toute notre vie a changé pour toujours. Le petit panneau blanc affichant « Vendu » était discrètement accroché au portail lorsque Julien est rentré du travail ce lundi-là. J'ai entendu le bruit de la clé dans la serrure, puis des pas normaux jusqu'à la cuisine où j'étais, préparant le dîner comme d'habitude. « Salut, maman » a-t-il dit d'un air distrait, en prenant de l'eau dans le réfrigérateur. Ce n'est qu'en sortant pour garer la voiture qu'il a vu le panneau. Son cri a résonné dans toute la rue. « Maman, c'est quoi ça ?» Chloé est sortie en courant de la maison. Encore en chaussons. J'ai continué à remuer les haricots sur le feu et j'ai répondu calmement. C'est un panneau de vente? Julien. J'ai vendu la maison. Le silence qui a suivi a été si profond qu'on pouvait entendre les oiseaux chanter dans l'arbre du jardin. Julien est entré en titubant dans la cuisine comme s'il avait reçu un coup de poing. Vendu? À qui? Pourquoi? Quand? Sa voix était enfantine. Effrayée. À un jeune couple qui aimera cette maison comme je l'ai aimée. Parce que j'en avais envie.
Et le processus a commencé il y a 3 semaines. Chloé est apparue à la porte de la cuisine, blanche comme un linge. Comment ça? Vendue? Vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison est aussi à nous. Nous vivons ici. J'ai éteint le feu. Je me suis retournée et je les ai regardés tous les deux avec un calme que je ne me connaissais pas. Chloé. Cette maison n'a jamais été la vôtre. Elle est enregistrée uniquement à mon nom depuis que Pierre et moi l'avons achetée. Vous viviez ici par ma bonne volonté. Julien s'est assis sur une chaise de la cuisine comme si ses jambes ne le soutenaient plus. Maman. Tu ne peux pas nous faire ça. Et notre avenir? Nos projets? Quel projet? Julien? Ai-je demandé en servant le dîner comme si c'était un lundi ordinaire. Vous avez planifié votre mariage sans m'inclure? Vous avez planifié votre avenir sans me consulter? Vous avez même prévu de transformer ma chambre en bureau. Vous avez prévu de m'utiliser comme une bonne à tout faire gratuite qui paie même les factures. Son visage s'est décomposé. C'était comme s'il voyait pour la première fois ce qu'il avait fait. Ce que nous étions devenus. Chloé a essayé d'argumenter. Mais on peut en parler? Madame Dubois. On peut arranger tout ça. Il n'y a rien à arranger? Ai-je répondu en mettant les assiettes sur la table. Les acheteurs prennent possession de la maison dans 45 jours. Vous avez ce temps pour trouver un endroit où vivre. Et moi aussi. La transformation sur le visage de Chloé a été instantanée. Passant de l'indignation à la panique pure. Elle a finalement compris qu'elle avait perdu la maison de ses rêves et le fils qui finançait sa vie facile en même temps. Mais maman. A tenté Julien une dernière fois. La voix tremblante. Où vas-tu vivre? Comment vas-tu vivre? Tu ne peux pas prendre une décision comme ça toute seule. Toute seule? J'ai répété le mot. Goûtant sa saveur amère. Julien. Je vis seule depuis 3 ans. Même en vivant avec vous. J'ai pris des décisions seule toute ma vie. Quand ton père est mort. Quand vous aviez besoin d'argent pour vos études. Quand un problème surgissait. La différence. C'est que maintenant. Je prends une décision pour moi. Pas pour vous faciliter la vie. Chloé a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Nerveuse. Mais c'est de la folie. Une femme de votre âge ne peut pas simplement tout vendre et faire quoi? Vivre. Ai-je simplement répondu. Vivre ma propre vie. Les jours qui ont suivi. La maison s'est transformée en montagne russe émotionnelle. Chloé est passée par toutes les phases du deuil, le déni, la colère, la négociation, la dépression. Julien oscillait entre des supplications désespérées et des tentatives confuses de comprendre ce qui s'était passé. Maman. Tu es malade? A-t-il demandé le mardi pendant le petit déjeuner. Tu prends des médicaments qui pourraient affecter ton jugement? La question m'a fait mal. Mais ne m'a pas surprise. Pour eux, il était impossible d'accepter qu'une femme de mon âge puisse prendre une décision aussi radicale de son plein gré. Il fallait que ce soit une maladie. Une démence. Une influence extérieure. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années. Ai-je répondu. Mais maman. Où vas-tu habiter? A-t-il insisté. J'ai acheté un petit appartement dans le centre. Avec l'argent de la vente, je pourrais bien vivre jusqu'à la fin de mes jours. Sans dépendre de personne. Un appartement? Quand? Comment? La semaine dernière. Avec mon argent. En utilisant mon droit de choisir. Chloé, qui était restée silencieuse pendant la conversation, a explosé. C'est absurde. Une personne de 67 ans qui achète un appartement seul. Qui prend des décisions sans consulter sa famille. Où a-t-on vu ça?
Où a-t-on vu ça? En effet. Ai-je acquiescé ironiquement. Une femme adulte, propriétaire légale de ses biens, prenant des décisions sur sa propre vie. C'est vraiment inédit. L'ironie dans ma voix a semblé réveiller quelque chose en Julien. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Comme s'il me voyait vraiment. Pas seulement la fonction que j'exerçais dans sa vie. Maman, a-t-il dit lentement. Tu es en colère contre nous. Je ne suis pas en colère. Julien. Je suis déçu. Je suis fatigué. Je suis libéré. Libéré de quoi? D'être invisible dans ma propre maison? D'être traité comme une bonne à tout faire gratuite? D'avoir mes sentiments ignorés? Mes rêves découragés? Ma présence traitée comme un inconvénient. Il a baissé la tête. Pour la première fois. Il semblait comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé entre nous. Chloé. Cependant, n'était pas disposée à accepter la réalité. Madame Dubois. Vous êtes manipulée par quelqu'un. Personne de votre âge ne prend de telles décisions sans influence extérieure. Qui est-ce? C'est cette voisine? C'est quelqu'un du cours de peinture? C'est moi. Ai-je répondu calmement. C'est moi qui ai décidé d'arrêter d'accepter le manque de respect. C'est moi qui ai décidé que je méritais d'être traitée comme la propriétaire de ma propre vie. C'est moi qui ai décidé qu'à 67 ans, je peux encore choisir comment je veux vivre. Mais vous ne pensez pas aux conséquences? À ce qui va nous arriver? Je l'ai regardé longuement avant de répondre, Chloé. Pendant 3 ans, vous avez planifié votre avenir sans penser aux conséquences pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de penser à moi d'abord. Cette semaine-là, la dynamique de la maison a complètement changé. Ils ont commencé à me traiter avec un mélange de respect et de peur. Comme si j'étais une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Chloé essayait d'être gentille avec moi, offrant de l'aide pour des tâches qu'elle avait toujours ignorées. Julien essayait d'engager des conversations sur le passé, parlant des bons souvenirs que nous avions ensemble. Mais je n'étais pas intéressée par la manipulation émotionnelle. J'avais passé trop de temps à être manipulée par les sentiments des autres. Maintenant, j'apprenais à faire confiance à mes propres sentiments, à mes propres besoins. Au cours de peinture, j'étais une autre personne. Hélène l'a immédiatement remarqué. Eliane, vous êtes radieuse aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de bien? J'ai vendu ma maison. Ai-je dit? Et les mots sont sortis avec une naturalité qui m'a surprise. Ouah! Et comment vous sentez-vous? Libérée. Madame Isabelle, qui était à côté de moi, a souri. Vous avez pris une décision importante pour vous-même? N'est-ce pas? La plus importante de ma vie. Quel courage! A dit Monsieur Antoine. Je n'ai pas encore eu le courage de vendre la maison où j'ai vécu avec ma défunte femme. Même en sachant qu'elle est trop grande pour moi. Le courage ne vient pas d'un coup. Ai-je répondu. Il vient petit à petit. Coup de pinceau par coup de pinceau. Lors de cette leçon, j'ai peint mon œuvre la plus audacieuse jusqu'à présent. Une maison sous une tempête. Mais avec une lumière dorée sortant de derrière les nuages. Quand Hélène l'a vue, elle a été impressionnée. Quel symbolisme puissant! Eliane. C'est sur le changement. N'est-ce pas? Sur le renouveau. C'est sur la découverte qu'après la tempête, vient toujours la lumière? Ai-je corrigé? Une semaine avant la remise des clés, Chloé a fait ses valises et est partie sans dire au revoir. Elle a juste laissé un mot sur la table de la cuisine. Julien. Je ne peux plus gérer cette situation. Quand tu auras décidé de ce que tu veux faire de ta vie.
Appelle-moi. Elle a dit que sans la maison, sans toi pour t'occuper de tout, elle ne peut pas construire une vie avec moi. M'a raconté Julien, les yeux rouges. Et qu'est-ce que tu en penses? Ai-je demandé. Je pense qu'elle avait raison sur une chose. A-t-il admis. Je me suis vraiment habitué à vivre de ta générosité. Je me suis installé dans le confort. Je suis devenu un homme qui ne sait même pas faire cuire un œuf sans demander de l'aide. J'ai souri. Le premier sourire sincère que je lui avais adressé depuis des mois. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon fils. Maman. Pourras-tu me pardonner un jour? Je t'ai déjà pardonné. Julien. Mais pardonner ne signifie pas revenir à ce que c'était avant. Dans les derniers jours avant le déménagement, Julien s'est transformé. Il a commencé à cuisiner ses propres repas, à laver ses vêtements, à s'occuper de ses propres affaires. Il a passé des heures au téléphone à chercher un appartement à louer, affrontant la réalité de vivre seul pour la première fois à 35 ans. C'est plus difficile que je ne l'imaginais, a-t-il admis lors d'une conversation. Vivre seul. S'occuper de tout seul. J'imagine. Ai-je répondu? Mais c'est comme ça qu'on grandit. Tu n'as pas peur? Maman? De vivre seule? De recommencer à 67 ans? J'ai réfléchi un instant avant de répondre, j'ai peur. Oui. Mais j'ai plus peur de continuer à vivre une vie qui n'est pas la mienne. Pendant cette dernière semaine, Mathieu a appelé plusieurs fois. Julien lui avait parlé de la vente de la maison et mon fils cadet était choqué. Maman. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Mathieu. C'était une décision que je devais prendre seule. Et tu as ta vie construite là-bas. Mais je suis ton fils. Je devrais savoir ce qui se passe dans ta vie. Mon fils. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais vraiment? Quand as-tu voulu savoir pour la dernière fois quels étaient mes rêves? Mes peurs? Mes projets? Il est resté silencieux pendant un long moment. Tu as raison. Maman. On s'est habitué à ne penser à toi que comme la mère qui est toujours disponible. Toujours prête. Toujours en arrière-plan. Je suis désolée. Tu n'as pas besoin de t'excuser? Mathieu. Tu as besoin d'apprendre. Nous avons tous besoin d'apprendre. Il a fait une pause avant de demander, je peux venir te voir dans ton nouvel appartement? Bien sûr que tu peux. Mais cette fois, tu viendras voir Eliane Dubois. Pas seulement remplir une obligation filiale. Qui est Eliane Dubois? La question m'a prise par surprise. Mais la réponse est venue naturellement. C'est une femme de 67 ans qui a découvert qu'elle a encore beaucoup à vivre. Qu'elle a des talents qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Qu'elle mérite le respect, l'attention et l'affection. Qu'elle peut prendre des décisions sur sa propre vie sans demander la permission à personne. Je crois que j'aimerais connaître cette Eliane Dubois. A-t-il dit. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que mon fils cadet était sérieux. Le jour du déménagement, Julien a porté mes cartons jusqu'au camion. Les larmes aux yeux. J'avais décidé de n'emporter que l'essentiel, des vêtements, quelques livres, les photos les plus importantes, mon matériel de peinture et quelques objets ayant une réelle valeur sentimentale. Le reste irait à la vente aux enchères que j'organiserai la semaine suivante. Maman. Tu es sûre de ne pas vouloir prendre le canapé ou la table de la salle à manger? Non. Mon fils. Ces choses appartiennent à une époque de ma vie qui est révolue. Je veux repartir de zéro. Il a regardé la maison vide. Les pièces où il avait grandi. Où nous avions vécu tant de moments ensemble. Ce sera bizarre de ne plus jamais voir cette maison.
Pour moi aussi, ai-je admis. Mais parfois, il faut dire adieu au passé pour pouvoir avoir un avenir. Et si tu regrettes? Alors je ferai face au regret. Mais au moins, ce sera mon regret. Mon choix. Ma responsabilité. Agnès, ma voisine et amie, est venue me dire au revoir. Elle a pleuré comme si elle était une fille qui me voyait partir. Eliane, tu es sûre que c'est ce que tu veux? J'en suis sûre. Agnès. Et merci de m'avoir encouragée à vouloir des choses pour moi-même. Tu viendras me voir? Bien sûr. Et tu viendras me voir aussi. Maintenant, tu connaîtras mon appartement? Ma nouvelle vie. Je suis fière de toi, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Je suis fière du courage que tu as eu. Quand tout a été chargé et que j'étais prête à partir, Julien s'est approché de moi. Maman. Je veux que tu saches que je comprends. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Et je veux que tu saches aussi que je vais essayer d'être un homme meilleur. Un homme dont tu pourras être fier. J'ai toujours été fière de toi. Julien. Ai-je répondu. Mais maintenant, je veux être fière de moi aussi. J'ai regardé la maison une dernière fois. Là, j'avais été épouse, mère, femme au foyer. Là, j'avais aimé, souffert. Je m'étais donné, je m'étais perdue. Mais c'est aussi là que j'avais pris la décision la plus courageuse de ma vie, la décision de me retrouver. Au revoir, maison. Ai-je murmuré. Merci de m'avoir abrité pendant tant d'années. Maintenant, il est temps d'abriter d'autres personnes, d'autres familles, d'autres histoires. Je suis montée dans la voiture qui m'emmènerait à mon nouvel appartement et, alors que nous nous éloignions, je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que je n'avais pas de nostalgie, mais parce que je regardais enfin vers l'avant. Pour la première fois en 67 ans, mon avenir m'appartenait entièrement. Le premier jour dans le nouvel appartement, je me suis réveillée sans savoir quelle heure il était. Il n'y avait personne pour qui faire le café. Personne dont il fallait s'occuper. Aucune obligation domestique urgente. Pendant quelques instants, j'ai ressenti un vide étrange. Mais ensuite je me suis souvenue. Ce vide était, en fait, de l'espace. De l'espace pour que je décide quoi faire de mon temps, de ma journée, de ma vie. J'ai fait du café juste pour moi. Je me suis assise sur le petit balcon avec vue sur une petite place arborée et j'ai ouvert mon carnet de notes. J'ai écrit une nouvelle phrase. Aujourd'hui a commencé le premier jour de ma vraie vie. Parce que c'était exactement ce que je ressentais. Qu'à 67 ans, je commençais enfin à vivre vraiment. Mon téléphone a sonné. C'était Julien. Salut. Maman. Comment s'est passée la première nuit? Tranquille. Ai-je répondu. Différente. Mais tranquille. Maman. Je voulais juste dire que tu avais raison. Et que je suis vraiment désolée. Je sais. Mon fils. Je sais. Je peux venir te voir ce week-end? Tu peux. Mais cette fois, viens pour parler avec moi. Pas pour que je m'occupe de toi. Il a ri. Et c'était un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Combiné. Quand j'ai raccroché, j'ai souri. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'il y avait encore du temps pour que nous construisions une relation réelle, basée sur le respect mutuel et l'amour véritable. Mais s'il n'y en avait pas, j'irais bien aussi. Parce que maintenant,
Je savais qui était Eliane Dubois. Et Eliane Dubois était suffisante. 6 mois se sont écoulés. Je suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement. Petit. Confortable. Choisi avec soin après avoir visité 15 options différentes. Il se trouve dans un immeuble de seulement 4 étages, avec des voisins de mon âge qui se saluent dans l'ascenseur et se soucient les uns des autres. Madame Carmen, qui habite l'appartement d'Alexandra-Côté, me demande toujours si j'ai besoin de quelque chose quand elle sort faire ses courses. Monsieur Joseph du rez-de-chaussée me propose de me déposer en voiture chaque fois qu'il me voit attendre le bus. Avec l'argent de la vente, après avoir acheté cet appartement et réglé toutes les dettes que je ne savais même pas exister, j'ai encore une réserve qui me donne la sécurité de vivre dignement pour le reste de ma vie. J'ai acheté de nouveaux meubles. Petits et pratiques. Chacun choisit en pensant à mon confort et à mes goûts. J'ai des plantes sur le balcon. Des violettes qui fleurissent tous les mois. Une fougère qui pousse de manière exubérante dans la salle de bain. Du basilic et de la menthe dans un petit potager qui me fournit des herbes fraîches pour les repas que je prépare juste pour moi. M'occuper d'elle m'apporte une joie différente. Ce n'est pas prendre soin de quelqu'un qui m'oublie. C'est prendre soin de quelque chose qui grandit avec moi. À mon rythme. Avec mon attention. Chaque nouvelle feuille qui pousse est une petite victoire. Chaque fleur qui s'ouvre est un rappel que la vie continue toujours. Si on sait en prendre soin avec amour. Agnès vient me voir chaque semaine, commentant toujours à quel point je suis, plus moi-même. Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins. Eliane, dit-elle. Et c'est vrai. Je me sens plus vivante que je ne l'ai été ces 5 dernières années. Je porte des vêtements que je choisis parce qu'ils me plaisent. Pas parce qu'ils sont appropriés pour une dame de mon âge. J'ai fait des mèches plus claires dans mes cheveux. Ce que j'avais toujours voulu faire mais n'avais jamais eu le courage. J'ai acheté du rouge à lèvres rouge et je le porte quand j'en ai envie. Pas seulement pour les occasions spéciales. Tu savais que j'avais toujours voulu porter du rouge à lèvres rouge ? Ai-je demandé à Agnès lors d'une de ses visites. Toujours. Mais Pierre disait que c'était trop voyant pour une femme mariée. Et plus tard les garçons disaient que c'était trop jeune pour une femme de mon âge. Et maintenant ? J'ai regardé mon reflet dans le miroir du salon. Les lèvres rouges soulignant mon sourire. Maintenant ? Je le porte parce que ça me plaît. Parce que ça me fait me sentir belle. Parce qu'à 67 ans, j'ai enfin découvert que je peux me faire plaisir d'abord. Julien m'appelle tous les dimanches à 9h du matin. C'est un engagement qu'il a pris envers lui-même après avoir réussi à louer un petit appartement près de son travail et à apprendre à vivre seul. Ça n'a pas été facile pour lui. Les premières semaines, il appelait en pleurant parce qu'il avait brûlé le dîner. Parce qu'il ne savait pas comment fonctionnait la machine à laver. Parce qu'il se sentait perdu dans les tâches de base de la vie d'adulte. Salut. Maman. Comment s'est passée ta semaine ? Demande-t-il maintenant. Et cette fois ? C'est une question sincère ? Pas seulement de la politesse. Il me raconte ses difficultés à apprendre à cuisiner, il ne brûle plus les casseroles et parle de la jeune femme du travail qu'il a invitée à prendre un café. Il a accepté et a découvert qu'elle a un fils de 8 ans. Il me dit comment il fréquente une église près de chez lui le dimanche et y a trouvé une communauté qui l'a accueilli. J'essaie d'être un homme meilleur. Maman. M'a-t-il dit lors de son dernier appel. Un homme dont tu pourras être fier. J'ai toujours été fière de toi. Julien. Ai-je répondu. Mais maintenant ? Je suis fière de moi aussi. La différence est subtile. Mais elle est tout. Avant, ma fierté était toujours en fonction des autres. Fierté de mes enfants. Fierté de mon mari. Fierté de la famille que j'avais construite. Maintenant, j'ai appris à être fière de moi-même. De mes choix. De mon courage.
de ma capacité à recommencer. Mathieu, mon fils cadet, est venu me voir le mois dernier. Quand il a appris la vente de la maison, il a été choqué, mais pas surpris. Maman, j'ai toujours pensé que tu te donnais trop, a-t-il dit. Quand j'étais enfant, je demandais parfois à papa où était Eliane. Parce que je ne voyais que la mère, la femme au foyer, la femme qui s'occupait de tout le monde. Et que répondait ton père? Il disait qu'Eliane était là, mais cachée sous tant de soins pour les autres, qu'elle-même avait oublié où elle était. Les larmes me sont montées aux yeux. Pierre savait. Il a toujours su que je me perdais. Mais il a respecté mes choix. Même quand c'étaient des choix qui me diminuaient. Mathieu est resté 3 jours ici. A découvert mon appartement. A loué mon indépendance. A rencontré mes voisins. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Maman. Julien avait besoin d'apprendre à voler de ses propres ailes. Et tu avais besoin d'apprendre que tu pouvais voler avec les tiennes. Voler? J'ai souri. Regarde. Il a montré mes aquarelles accrochées au mur. Tu crées de l'art? Maman. Tu t'exprimes. Tu vis une vie qui est la tienne. Les aquarelles. Ma plus grande fierté. J'ai déjà peint 15 tableaux. Chacun représentant un moment différent de mon parcours. Le premier était ce coucher de soleil timide. Quand j'apprenais encore à tenir le pinceau. Le dernier était un autoportrait où j'apparais souriante. Les yeux brillants et les mains pleines de peinture. Hélène dit que mon évolution est impressionnante. Eliane, vous avez trouvé votre langage artistique? A-t-elle dit lors de la dernière leçon. Vos tableaux ont une force émotionnelle très particulière. Vous peignez avec le cœur. Hélène est devenue plus qu'une professeure. Elle est devenue une amie. Une femme de 40 ans qui me traite comme son égale. Qui valorise mon opinion. Qui s'intéresse à mon histoire. Quand je lui ai parlé de la vente de la maison, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quel beau courage. Eliane. Vous vous êtes choisie. Ce matin, alors que j'arrosais mes plantes et préparais mon petit déjeuner, je me suis souvenu d'une prière que ma mère faisait toujours. Seigneur, donne-moi la force de changer ce que je peux changer. L'acceptation pour ce que je ne peux pas changer. Et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. À 67 ans, j'ai enfin compris le sens de ces mots. Je ne pouvais pas changer le fait d'avoir passé des décennies à m'effacer pour les autres. Je ne pouvais pas changer le fait d'avoir perdu des années de ma vie à essayer d'être parfaite pour tout le monde. Mais je pouvais changer ce que je ferais du temps qu'il me restait. Et la sagesse, c'était de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Je regarde la photo de Pierre, qui est maintenant dans un cadre simple sur l'étagère du salon. Et je murmure, j'ai réussi. Mon amour. J'ai enfin réussi à me retrouver. La photo ne répond pas. Bien sûr. Mais je sens qu'il approuverait. Pierre a toujours voulu que je sois heureuse. Même quand je ne savais pas comment être heureuse seule. Maintenant, je sais qu'être heureuse seule ne signifie pas être seule dans la vie. Cela signifie être complète avec sa propre compagnie. De temps en temps, Julien m'invite à déjeuner au restaurant. Nous parlons de travail, de la vie, de ses projets de peut-être faire un master. Il paie l'addition, m'accompagne jusqu'à l'ascenseur de mon immeuble et me dit au revoir avec une étreinte serrée. Je t'aime. Maman. Dit-il toujours. Je t'aime aussi. Je réponds. Mais maintenant, je m'aime aussi. La différence est subtile. Mais elle est tout. Avant, mon amour pour mes enfants était une extension de mon propre manque d'amour-propre.
Je me donnais tellement parce que je ne savais pas comment me valoriser. Maintenant, mon amour pour eux est plus sain, plus équilibré, car il vient d'un lieu de plénitude, pas de manque.